Réseau. On commence avec les infos les plus chaudes de ta région, c'est les bails du jour par la petite chippie de Basse-Terre, la flegmatique Laurence Mérida. Laurence, après énormément de rebondissements, des mois à retenir son souffle, enfin, le monde peut respirer. Elon Musk a racheté Twitter. Mais il a aussi viré une partie des dirigeants. Bon allez, venez avec moi plonger dans les 10 dernières heures de la vie de l'homme le plus riche de la planète. L'oiseau est libéré. Le tweet publié ce matin par Elon Musk pour officialiser le rachat, il a aussi changé sa description en Chief Tweet sur Twitter, tweet qui veut aussi dire crétin en anglais, une nouvelle fonction qui lui a coûté 44 milliards de dollars. Oh, il s'appelle crétin, c'est rigolo. Elon Musk assure qu'il n'a pas engagé le rachat parce que c'était facile ou pour se faire de l'argent, pas du tout. Lui, il veut aider l'humanité pour le futur de la civilisation. C'est ça, sa première action. Logiquement, a donc été de faire place nette. Il a immédiatement viré le patron de Twitter, Parag Agrawal, et 3 autres dirigeants du réseau social. Elon Musk a également prévu de licencier près de 75% des employés. Ah ben voilà, ça c'est pour les ressources humaines façon Elon. Mais le milliardaire a toujours pas précisé ce qu'il comptait faire exactement. C'est quoi ses ambitions pour le réseau social ? Ouais, il fait beaucoup de promesses, d'annonces, sans jamais vraiment expliquer quel chemin il va prendre pour transformer Twitter. Quelques idées évoquées pêle-mêle ces derniers mois et ces dernières heures. Elon Musk veut sauver le débat sur Internet. Twitter doit donc devenir la plateforme où on peut tout dire sans devenir une zone de non-droit, il a précisé. Pour cela, Musk veut assouplir la modération de contenu. C'est beau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots dans les annonces, très peu de sens, on dirait du Macron. Il veut faire tout et son contraire en fait sur Twitter, ça promet, c'est bien. Ouais, c'est un peu ça. Autre promesse, une transparence de l'algorithme, un retour de Donald Trump sur le réseau social. Et ce sera aussi la plateforme publicitaire la plus respectée au monde. Et le gros chantier de Musk, c'est une évolution de Twitter vers une super grosse application à l'image de WeChat. Les Chinois utilisent cette application pour absolument tout. Ils font leurs courses avec, par exemple. Et Elon Musk, il veut qu'à terme, nous aussi, on utilise Twitter pour tout faire dans la vie de tous les jours. Et il veut que ce soit possible de payer en crypto-monnaie sur la plateforme. Voilà, après s'être manifesté pour racheter Twitter, puis rétracté après avoir attaqué la direction, critiqué, adoré puis détesté le réseau social, Elon Musk est le nouveau patron de Twitter aujourd'hui. Il n'y aura pas de procès donc, mais la saga n'est pas terminée pour autant. L'homme le plus riche de la planète foisonne d'idées pour le Twitter du futur. Reste à savoir ce qu'il va effectivement en faire. C'est là où il est malin, c'est qu'il a dit qu'il voulait faire tout. Donc il n'a pas besoin d'expliquer puisque dans Twitter, il y aura absolument tout. Laurence, on continue parce que le département du Val d'Oise, connu apparemment pour être créateur de talents du numérique, y a aussi des gens au destin hors norme, comme celle de ce jeune homme un peu criminel sur les bords. Ouais, c'est un mec, son prénom n'a pas été communiqué, il est âgé de 22 ans, il est originaire de Montmagny et il a été condamné mercredi pour usage de faux en écriture. Il a vendu de faux arrêts de travail sur Snapchat à 10 € l'exemplaire et pour y arriver, il a usurpé l'identité de plusieurs médecins. Chez lui, les policiers ont retrouvé les documents d'un généraliste parisien, le tampon d'un praticien d'Argenteuil et une pile de documents CERFA qui proposent des arrêts maladie pour toutes sortes de raisons. Donc il fallait lui envoyer un snap genre « Ah, j'ai mal aux cheveux » et bam, on avait un arrêt de maladie. C'est ça. Et à raison de 10 € l'arrêt maladie, le businessman un peu crapuleux s'est fait un total de 37 530 balles. Et pour réparer son délit, il doit désormais régler une amende de 1 500 €. Et il n'arrive rien à ceux qui ont acheté ces faux arrêts ? Tu parles des bénéficiaires ? Exactement. Ils ont reconnu les faits, mais ils ne sont pas embêtés par la justice pour l'instant. Et Laurence à suivre, attention. Enquête, focus, alors qu'on pensait qu'à cause d'Internet, plus personne n'ouvrait de livres, et en fait TikTok s'impose et fait revivre le monde de la littérature. Revivre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas le hashtag BookTok fait bondir les ventes de Hachette, le leader français de l'édition. Focus à suivre. Mais avant Guiran, après les rappeurs virtuels, les influenceurs virtuels. Mais c'est quoi cette histoire ? Et cette histoire, elle a été racontée sur le site Les gens d'Internet. Je vous invite à y aller, ça s'écrit Les gens d'Internet. Voilà. Ça parle d'une tendance qui est née en Asie. En Chine, l'acteur Zhang Jian est une star, égérie entre autres d'une marque de bijoux danoise qui s'appelle Pandora. Un jour, Zhang est allé au Japon. Il a posté une photo sur les réseaux devant le sanctuaire Sukuni qui rend hommage aux militaires nippons morts pour la nation. Et là, c'est le drame. Quelle erreur
quelle erreur. Il est directement dénoncé et mis en cause par le pouvoir chinois pour trahison. Ce sanctuaire japonais remonte à l'époque où le Japon était en guerre avec la Chine et la Corée pour la domination de la région. D'ailleurs, Justin Bieber et le groupe coréen BTS, ils se sont vus interdire le territoire chinois après la même photo. Et Zhang, lui, il s'est fait virer de son poste d'égérie de Pandora. Finito. Et donc pour éviter les problèmes avec les vrais influenceurs, les humains qui peuvent avoir des opinions, des trucs comme ça, il y a des entreprises qui ont commencé à créer des influenceurs virtuels, des avatars d'apparence humaine ou bien des animaux, bref des personnages pour faire la promo des marques sans qu'ils puissent dire des choses condamnées par le pouvoir. Faut savoir que le pouvoir est assez tatillon en Chine, dès qu'on dit un mot genre Taïwan ou Hong Kong, t'as des gros problèmes. Et le phénomène, il pourrait se répandre ailleurs, même si on ne voit pas encore de grosses tendances. Il y a eu le désastre cet été, on en a parlé ici, du rappeur FN Meka, mais un rappeur virtuel. Mais la tendance de l'influenceur virtuel n'est toujours pas morte, et pour plusieurs raisons, plus ou moins cafard. Je commence par laquelle ? Je propose qu'on commence avec le plus dur et on termine par la moins déprimante. Alors, le peu reluisant, c'est ça. C'est que, en vrai, un des buts secrets du capitalisme, c'est de se débarrasser des gens. Donc, plus on peut mettre un truc qu'on allume, qu'on éteint, qui peut travailler 22 heures par jour, et en plus on ne le paye pas, c'est un rêve érotique ça, pour les grands patrons de groupe. Mais l'avatar virtuel, c'est aussi un petit truc qui fait innovant. Monoprix, par exemple, ils viennent de faire une campagne sur TikTok avec un influenceur virtuel qui s'appelle Harvey le Renard, développé par Zut Studio. Monoprix a lancé un défi, renommer avec vous 5 de leurs produits et ce sera potentiellement leur nom officiel, genre, pour de vrai. Waouh, c'est l'intention des jeunes, c'est un renard bleu qui parle, il a 2,4 millions d'abonnés sur TikTok, c'est le numéro 1 dans les avatars virtuels, et surtout il est développé par un humain derrière qui fait de la 3D, donc c'est pas un truc généré uniquement par une intelligence artificielle, c'est un personnage animé, c'est une sorte de costume. Ouais, et c'est là qu'on arrive à ce qui est un peu plus joyeux comme perspective pour toi dans cette histoire. Disons que le principe de l'avatar, ça peut aussi permettre de créer des choses, côté créatif, sans avoir peur d'être jugé sur l'image. Par exemple, il y a des streamers et des streameuses en situation de handicap qui utilisent un avatar sur Twitch parce que comme ça c'est plus pratique, ils n'ont pas envie que ça soit mal compris, de se prendre des remarques désobligeantes, de devoir expliquer. Donc pour ça peut être intéressant. Voilà, en fait il y a deux voies qui s'offrent à nous. Une purement capitaliste, on n'a que des trucs robotisés qui sont générés par des intelligences artificielles, ou l'autre qui est plus artistique, ou en tout cas plus créative. À nous de prendre la bonne décision. Après, on est des gens. Si on prenait toujours des bonnes décisions, on n'en serait pas là. Toute l'actu des réseaux avec Laurence et Guirane. Du lundi au vendredi. Et Laurence, les jeunes influencent TikTok. TikTok influence le monde de l'édition en France. Et oui, alors qu'on pensait qu'à cause d'Internet, plus personne n'ouvrait de livres, Guirane est dans un marché qui faiblit après une année 2021 record avec le Covid. L'application chinoise fait grimper les bénéfices du groupe d'édition Hachette. À l'échelle mondiale, les revenus du leader français du secteur sont en croissance de 3,6% sur un an ce trimestre, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel de 780 millions d'euros. À titre de comparaison, Editis, le numéro 2 français, est en repli de 7,4% sur la même période. Et comment on explique que ça soit la maison d'édition Hachette qui s'en sorte mieux que les autres ? Alors déjà grâce à 2 succès commerciaux, Cher Connard de Virginie Despentes. Ah d'accord, je croyais que tu me disais ça à moi, je me dis c'est un peu violent mais bon. Enchanté Guirane. Et Angélique de Guillaume Musso. Il y a aussi les livres de poche qui se sont bien vendus. Ça a permis de compenser la faible activité du secteur scolaire. Avec la numérisation des manuels, on en trouve de plus en plus sur ordinateur. Alors, le preuve que le monde du livre est en pleine mutation, les ventes augmentent en librairie parce que aussi certains livres font le buzz sur TikTok grâce à un hashtag. Le hashtag BookTok. Il enregistre 82 milliards de vues dans le monde, dont 1,6 milliard rien que pour la France. Le concept, se filmer devant sa bibliothèque, ou en tout cas entouré de ses livres préférés, et commenter, partager, recommander nos voyages littéraires. Exemple avec le compte de la TikTokeuse Nous les lecteurs. Ok BookTok, aujourd'hui on s'attaque à un type de vidéo que j'ai jamais fait, mais là je trouvais que c'était une bonne idée. Ces livres que je ne voulais pas lire de base, que j'ai lu et finalement j'ai grave adoré. Donc comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Place de cœur, vous allez me dire mais t'es conne ou quoi frère? Je te mode ouais. Qu'en gros Morgane Moncombe, j'ai détesté Bien on s'aime, mais alors celui-là,
Les gars, on envoie du lourd, SVP. Ça, c'est nous les lecteurs, du coup. Ouais. Elle est vraiment géniale, hein. C'est Ouais. hyper accessible pour les jeunes. En 1 minute, elle arrive à te parler de 5 bouquins d'affilée. Enfin, c'est vraiment top ce qu'elle fait. Et le phénomène BookTok, il est né il y a moins de 2 ans et il est très suivi par les éditeurs. TikTok est un réseau social très jeune. Alors, la tendance concerne avant tout les ouvrages pour les jeunes adultes, des romances ou encore des thrillers. Ah, et alors l'appli peut aussi parfois propulser ou même relancer des ventes de livres passés. C'est le cas du livre Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ça se passe aux États-Unis. Et du coup, quand ils se rendent compte de ça, c'est tout un système qui se met en place sur le modèle du contrat entre les marques et les créateurs de contenu. Les maisons d'édition, elles envoient des bouquins aux influenceurs littéraires et elles les rémunèrent pour qu'ils en fassent la promotion. Ils deviennent en fait, ces influenceurs, des espèces de machines à best-sellers. En France, c'est le roman Captive qui a mis tout le monde d'accord. Comme promis, je vous poste enfin mon avis sur Captive de Sarah Rivens. Le premier tome, d'ailleurs l'édition vient juste de m'envoyer un mail pour m'envoyer le tome 1/5. Je suis très heureuse. Bon, vous serez ravis de savoir que ça a été très validé par moi. Captive s'est écoulé à plus de 150 000 exemplaires depuis le mois de juin. Le niveau de vente moyen d'un prix Renaudot, normalement. Netflix aussi a participé au succès de l'ouvrage. Évidemment, l'histoire d'un psychiatre qui tente d'évaluer si une meurtrière devrait être graciée pour aliénation mentale a été adaptée en série en 2017 sur la plateforme de streaming. Ouais, en fait, TikTok, ça reprend un petit peu comme les films. Par exemple, Harry Potter, il y a eu quand les films sont sortis, les livres les bouquins ont été encore plus vendus. Et c'est aussi un peu comme la musique. C'est-à-dire que les maisons de disques, comme les maisons d'édition, payent des gens pour faire la promotion de leur musique. Et en fait, en 2022, les maisons d'édition ne peuvent plus travailler aujourd'hui sans prendre en compte TikTok et les plateformes numériques. Exactement, des maisons d'édition à l'image de Hachette proposent des sélections inspirées des goûts des lecteurs de TikTok. Le réseau social chinois, il est partenaire aussi de la foire du livre de Francfort. En ce moment, il y a des acteurs du secteur qui se projettent, qui réfléchissent au livre de demain. Il y a un forum qui a été organisé autour des pistes à explorer pour les nouvelles entreprises de l'édition numérique mondiale. Et alors, Laurence, TikTok, c'est pas le seul réseau à modifier le monde de l'édition. Ouais, en janvier, pour 600 millions de dollars, Naver, le Google coréen, a racheté Wattpad. C'est une plateforme de partage d'histoires et de récits qui permet aux éditeurs de trouver de nouvelles plumes. Donc, le système change aussi à ce niveau-là. Avant, on envoyait nos manuscrits aux maisons d'édition et maintenant, c'est les éditeurs qui repèrent de nouveaux auteurs sur les réseaux. Hachette est d'ailleurs le partenaire exclusif de l'application pour les publications en langue française. Je vous reparlerai très vite des actions de Wattpad pour les auteurs dans Réseau. Réseau. C'est fou ce qu'on peut faire avec Internet quand même. Incroyable. C'est fou, ça va très vite. Ce qui est fou aussi, c'est que je vous avais parlé d'un truc... il y a, je sais plus exactement quand, mais vous savez, il y avait Bruce Willis qui avait été vu dans une pub russe. Ah ouais, il y a 2-3 semaines qu'il nous a parlé de ça. Ouais. Voilà, et en réalité, c'était un deepfake, c'est-à-dire que c'était une boîte de réalité virtuelle qui avait reproduit son visage et qu'il avait collé sur un acteur qui n'était pas lui. Et ils avaient même fait courir le bruit que Bruce Willis avait signé un contrat avec eux il avait vendu son image à une boîte qui faisait des deepfakes, tu te rappelles ? Alors que tu nous avais dit qu'il n'était pas au courant, Bruce Willis. Mais alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Donc lui, il avait démenti, mais il n'avait pas porté plainte. Il n'avait pas porté plainte, il avait dit, bon, après c'était une pub pour un opérateur téléphonique russe, ils sont en guerre en ce moment, tu te dis, bon, je vais porter plainte, je vais faire un procès, ils ont peut-être autre chose à faire et c'est pas si grave. Mais je me rappelle que vous avez dit, vous allez voir, qu'on va voir après ça que plein de gens vont s'y mettre, et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, puisque les deepfakes non autorisés de célébrités commencent à apparaître de plus en plus dans des pubs. Ça a été repéré par le site Cory de Slate. Voilà, donc il y a plusieurs, après l'affaire Bruce Willis, là il y a eu un faux Elon Musk dans un bain pour une pub d'une start-up immobilière. D'où la nécessité de porter plainte, tu vois, Guérin. Moi, je trouve que Bruce Willis lui dit oui, non, c'est en Russie qu'il y a la guerre. Non, mais je comprends tout à fait ton point de vue. On se dit ouais que c'est pas trop grave, mais parce qu'au final... Mais la plainte aurait été... Je disais pas que c'était pas trop grave, je disais juste que je voyais éventuellement le fait que là, il se disait... Et moi non plus, j'ai pas dit que t'as dit que c'était trop grave. Tu t'es mis un peu à la place de Bruce Willis à ce moment-là. Tu dis c'est une pub qui va pas faire trop de bruit. Donc voilà, je porte pas plainte. Mais du coup, après... D'autres deepfakes arrivent. Il y a Tom Cruise, Brad Pitt, qui vantent les mérites de la société Paperspace. Alors je pense pas que Paperspace ait les moyens de se payer Tom Cruise et Brad Pitt. Et si jamais là encore, ils ne portent pas plainte,
et bah ça va continuer. Et en même temps, je pense que légalement, là, ils sont en train peut-être de voir aussi, parce qu'il peut y avoir une zone grise. Il y a des gens qui peuvent dire, bah c'est comme si on fait un dessin, en fait l'image... Ils en profitent déjà là, hein. Et voilà. Ils profitent du Et vide voilà. juridique. Ils profitent du vide juridique, mais nous, on respecte les artistes. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.